Le titre de la présentation, c'est Fondements de l'énergétique quantique. Alors fondement, ça peut sonner un peu pompeux, mais en fait, c'est une discipline qui est extrêmement jeune, comme je vais essayer de vous le montrer. Et du coup, actuellement, on peut voir que les fondations. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de fondements. Un autre point, c'est que si on entend énergétique quantique, peut-être qu'on pense immédiatement aux applications, au coût des technologies quantiques, etc. Et en fait, pour cette présentation, j'ai eu envie de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de vous montrer que on peut faire beaucoup de choses très très fondamentales dans cette thématique émergente et que c'est vraiment du curiosity driven. Voilà, comme en physique fondamentale. Et donc, je parlerai d'applications uniquement à la fin de cet exposé. Donc, le plan est le suivant. Donc, je vais commencer par vous brosser un petit peu le paysage en rappelant, surtout pas en faisant un cours de thermodynamique, parce qu'on n'aurait pas le temps et j'en serais pas capable, mais en prenant en thermodynamique les concepts dont j'ai besoin pour partir en mécanique quantique et pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette énergétique quantique nouvelle. Et puis ensuite, je vais appliquer les principes de la discipline, en fait, aux deux mécanismes fondamentaux de la physique quantique, qui sont la mesure quantique et les portes quantiques. Et puis, je conclurai sur l'impact potentiel pour les technologies quantiques qui sont en train de se développer. Donc, déjà, quelques notions de base de thermodynamique. Et en fait, c'est même pas la thermodynamique classique dont je vais vous parler. Là, c'est la thermodynamique stochastique. Donc la thermodynamique stochastique, elle prend en fait, au lieu de prendre des gros systèmes macroscopiques, elle va prendre des tout petits systèmes. J'ai un petit système et puis il faut imaginer que vous êtes un expérimentateur qui essaye de contrôler le petit système. Et puis en fait, ce petit système, il interagit aussi avec un bain thermique. Et ce bain thermique, il induit des très grosses fluctuations parce que le système est tout petit. Et donc ça donne lieu en fait à ces trajectoires un peu biscornues qu'on voit là, qui s'appellent des trajectoires stochastiques, qui sont vraiment le pain quotidien des thermodynamiciens à cette échelle de grandeur. Et dans ce scénario-là, ce que j'ai compris, parce que moi j'étais en physique quantique, je me suis formée à ce truc-là assez tard, et formée est un bien grand mot. La chaleur à cette échelle-là de description, c'est simplement les échanges d'énergie qui sont induits par le bain. Donc c'est ce qui vient des fluctuations. Et en fait, au lieu de parler de bain, je vais parler de bruit. Le bruit, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Donc vraiment, la chaleur, c'est l'énergie qui arrive de ce qui n'est pas contrôlé. Le travail, au contraire, c'est l'énergie qui est donnée par le contrôle, celui qui veut implémenter un protocole sur le petit système. Et à ce niveau-là de description, c'est assez joli de voir que finalement, les machines qu'on connaît en thermodynamique macroscopique, les machines, elles sont là pour rectifier les fluctuations, pour les ordonner et pour faire en sorte qu'on puisse extraire de l'énergie de façon contrôlée. Donc ça, c'est pour la partie première loi, si vous voulez, de la thermodynamique. Maintenant, ce qui est encore plus joli, je trouve, c'est l'irréversibilité. Donc, quand on est en thermo macroscopique, l'irréversibilité, on a tendance à dire, on va trop vite et puis ça chauffe et c'est ça qui est irréversible, en fait. À cette échelle-là de description, l'irréversibilité, ça porte vraiment l'idée que on n'a pas le contrôle sur le bruit. Et si je me remets dans les shoes de l'expérimentateur ici, qui essaye de contrôler son système, il essaye de le contrôler à la trajectoire unique, donc il impose une dynamique dans un sens, puis ensuite il aimerait bien ramener le système à son état initial, mais en passant exactement par les mêmes points de la trajectoire. S'il n'y avait pas de bain, il pourrait le faire, mais en fait il y a un bain thermique qui est là, qui fait du bruit, et donc on n'a pas le contrôle. On ne peut pas revenir exactement à l'état initial en passant par les mêmes points. Mais ça, c'est l'irréversibilité. Et elle est quantifiée par ce qu'on appelle la production d'entropie stochastique, qui compare en fait à combien, si la trajectoire dans le sens direct est plus probable que la trajectoire dans le sens indirect, quand on prend la valeur moyenne de cette quantité-là, on retrouve quelque chose qui croît, qui grandit. Donc c'est comme la deuxième loi macroscopique, mais qu'on retrouve ici au niveau microscopique. Voilà, ça finit un petit peu les concepts que je voulais poser. La dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette irréversibilité, elle est à l'origine de ce qu'on appelle en thermodynamique les coûts fondamentaux. Et toujours la même idée, vous êtes l'expérimentateur qui est là et qui donnait un travail dans le sens direct. Il n'y a aucune chance que vous récupériez dans le sens indirect. Ça, c'est la deuxième loi aussi. Et donc, ça correspond à une chaleur qui est dissipée irréversiblement dans le bain et on va voir que c'est important pour la notion de coût fondamental par la suite. Ok, c'est tout ce que je sais de la thermo, en fait. Mais moi, je vais partir avec ces idées-là maintenant en quantique, en utilisant le fait que ces concepts, ils sont en fait, j'aime bien dire noise agnostique, c'est-à-dire
on a commencé par les poser avec du bruit thermique, mais en fait, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser un autre type de bruit, comme on trouve en mécanique quantique, parce qu'en mécanique quantique, niveau bruit, on a l'embarras du choix. Et donc, le premier bruit qu'on connaît en mécanique quantique, c'est typiquement ce qui se passe quand vous prenez un système quantique et que vous le regardez. Vous le perturbez et donc vous injectez de l'entropie dedans. Ça, c'est un premier type de bruit, donc celui qui est injecté par un bon gros appareil de mesure classique. Le deuxième type de bruit qu'on voit, qui est un peu plus subtil, c'est ce qui se passe quand un système quantique est intriqué avec un autre système et qu'on essaye de regarder localement ce qui se passe pour le système d'intérêt. Du fait de son intrication avec l'autre système, son entropie augmente aussi. Et ça vient du fait que l'information, la vraie information, elle est au niveau global. Et nous, on essaye de voir quelque chose au niveau local. Donc, il nous manque quelque chose. Et c'est pour ça que ce système a de l'entropie. Et en fait, cette situation-là, elle correspond à plein de situations qu'on trouve dans les laboratoires. L'entité ici avec laquelle mon système d'intérêt est intriqué, ça peut être une aiguille quantique qui va nous permettre de faire une mesure. Ça peut être aussi un drive quantique qui va nous permettre d'implémenter des portes. Ou ça peut être même une batterie quantique, donc un système dans lequel je vais stocker du travail et essayer de le récupérer à volonté. Donc il y a tout un tas de situations qui correspondent en fait à ce cas-là. Ça peut même être un bain, donc là d'où on vient. Et donc toutes ces situations-là, essentiellement les deux cas génériques, donc celui du collapse de la fonction d'onde à gauche et puis celui de l'intrication à droite, ça donne des sources de bruit quantique qui sont tout à fait acceptables. Et c'est ça qu'on va essayer maintenant de caractériser énergétiquement. Alors, ça m'amène à la définition de l'énergétique quantique. Qu'est-ce que c'est ? Donc, l'énergétique quantique, là, je vous ai mis la définition. C'est en fait l'étude des flux d'énergie, d'entropie et d'information entre systèmes quantiques. Et donc, en fait, ça généralise. Certains d'entre vous connaissent peut-être la thermodynamique quantique. La thermodynamique quantique, c'est quand le bruit vient de la température. Et là, nous, on a sorti la température de l'équation. On travaille qu'avec du bruit quantique. Donc, la température peut en faire partie, mais c'est pas une nécessité. Et la situation qu'on regarde, c'est la suivante. J'ai un système quantique qui interagit avec un contrôle quantique et puis qui interagit avec les sources de bruit quantique dont je parlais précédemment. Et ce qui est rigolo en physique quantique, c'est que le contrôle et le bruit, ça peut venir du même système physique. On va en voir des exemples. Et puis, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que le système d'intérêt, son contrôle et son bruit peuvent être aussi dans un système complètement fermé, de telle sorte que l'énergie totale est conservée et que pour faire des bilans énergétiques, ça va être quelque chose de très pratique, parce qu'on va bien pouvoir voir d'où vient l'énergie et sous quelle forme. Les questions génériques qu'on se pose dans le domaine, c'est de la même façon qu'on peut faire des machines avec du bruit thermique, est-ce qu'on peut faire des machines avec du bruit quantique ? Est-ce qu'on peut faire des moteurs qui fonctionnent juste si on regarde le système ? Ça, c'est un premier tas de questions qu'on peut se poser. Une deuxième série de questions qu'on peut se poser plus dans la perspective applicative, c'est quel est le coût énergétique de contrôler un système contre le bruit quantique ? Et puis, donc ça, c'est des questions qui sont vraiment inspirées de la thermodynamique. On a juste remplacé le D thermique par le D quantique et puis on voit ce que ça donne. Il y a des questions aussi qui sont un peu plus inspirées des technologies quantiques et de l'optique quantique. Par exemple, est-ce qu'on peut construire des figures de mérite énergétiques qui vont nous permettre de détecter l'intrication ou la cohérence ou les statistiques quantiques du champ contre les statistiques classiques. Et une autre application qu'on peut imaginer, c'est est-ce qu'on peut imaginer des figures de mérite qui vont nous permettre de détecter des avantages quantiques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut fabriquer des machines qui consomment moins d'énergie pour faire la même tâche que leur équivalent classique. Ça aussi, c'est un type de question qu'on peut se poser. La méthodologie, en fait, elle est assez directe, elle est très compliquée, mais on voit bien ce qu'il faut faire. Il faut construire des concepts. Il faut construire l'équivalent des concepts de travail, de chaleur et de production d'entropie, tels qu'ils ont été construits en thermodynamique classique. Sauf que cette fois-ci, on n'a plus la température, donc c'est un peu compliqué. Et on rajoute deux contraintes, c'est qu'on veut que ces concepts soient opérationnels, on veut vraiment qu'ils soient mesurables dans les expériences. C'est pas une friends party pour théoriciens, cette histoire. Et puis on veut qu'ils soient utiles pour les technologies quantiques parce que faut quand même se rappeler que la thermodynamique, elle a été inspirée par des questions d'ingénieurs. On a trouvé la flèche du temps parce qu'on cherchait à optimiser des moteurs. Et en fait, c'est vraiment cette espèce de miracle-là qu'on veut retrouver avec l'énergétique quantique.
Donc la mesure quantique, c'est en fait le premier objet ou le premier mécanisme sur lequel on s'est fait les dents avec les collègues. Et l'idée, elle est très simple. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on mesure un système quantique, on le perturbe. Si on le perturbe, on change son énergie. Voilà. Et donc l'idée, et ça arrive particulièrement quand on mesure ce qu'on appelle une grandeur non conservative. Donc une grandeur non conservative, c'est quelque chose qui ne commute pas avec le hamiltonien du système. Si on mesure quelque chose qui commute pas avec le hamiltonien du système, il n'y a aucune raison qu'il y ait une conservation de l'énergie par la mesure. Au contraire. Et donc, on a un flux d'énergie dans le système, et ce flux d'énergie, c'est exactement ce qu'on a appelé l'énergie de la mesure. On a même appelé ça la chaleur quantique au début, mais on a commencé à se faire lancer des tomates parce que la chaleur, c'est pas ça, etc. Donc maintenant, on appelle ça l'énergie de la mesure, comme ça, tout le monde est content. Et là, il y a un petit exemple, donc pour ceux qui savent un peu ce que c'est que les qubits, l'idée, c'est si vous partez de l'état fondamental d'un bit quantique, et puis vous mesurez, en fait, n'importe quel observable qui commute pas avec le hamiltonien du qubit, et par exemple là en l'occurrence c'est sigma x, eh ben on va emmener automatiquement projeter les états du qubit quelque part sur l'équateur de la sphère de bloc, et on a un input d'énergie, et c'est vraiment ça l'énergie de la mesure. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un flux d'énergie en valeur moyenne, et donc l'idée, c'est d'arriver à extraire cette énergie et d'en faire un moteur. Donc ça a été le premier proposal qu'on a fait avec mon collègue et ami Benjamin Huard qui est à l'ENS Lyon. Et donc là, l'idée, c'est on va. Alors, est-ce que je dois me lancer dans cette explication? Qui est familier des oscillations de Rabi? Tout le monde? La moitié? J'y vais, j'en parle. Elisabeth, tu me drives. Ok. Donc l'idée là, c'est on prend un qubit et on va le driver de façon résonante. Donc si on fait ça, on va avoir un échange d'énergie cohérent et réversible entre la lumière qui excite le qubit et le qubit lui-même. Et donc on a cette oscillation qu'on appelle une oscillation de Rabi. Là, dans cette phase-là, le qubit émet des photons. Dans cette phase-là, il absorbe des photons. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un moteur tel que le qubit ne fait que émettre des photons dans le champ qui le drive. Pour faire ça, en fait, c'est très simple. On va mesurer sigma x, donc on va lui poser régulièrement la question, est-ce que tu es plus ou moins? Est-ce que tu es plus ou moins? Si le qubit est dans l'état plus, on le laisse émettre des photons dans le champ. Si le qubit est dans l'état moins, on va faire un feedback et le ramener dans l'état plus pour qu'il continue à émettre des photons dans le champ. Et la manip, Benjamin l'a faite. Donc on voit très bien en fait qu'il y a plus d'énergie à la sortie qu'à l'entrée. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vraiment une expérience de démon de Maxwell là qui a été faite. Sauf que le démon de Maxwell, d'habitude, il lui faut une source chaude pour fonctionner. Et là, on a enlevé la source chaude, on l'a remplacée par la chaîne de mesure. Et du coup, la chaîne de mesure, elle fait à la fois l'input d'énergie, d'entropie et d'information. Elle fait les trois en même temps. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui, pour le moment, est encore au stade de proposal, mais l'expérience est en train d'être faite chez Cater Murch à St. Louis. Donc l'idée, c'est on prend 2 qubits cette fois-ci, un qubit bleu et un qubit rouge. Donc le rouge contient forcément moins d'énergie que le bleu. Et au début, on excite le qubit rouge. Et les qubits sont couplés de telle manière que l'excitation va se délocaliser entre les deux. Et donc, au bout d'un moment, elle va être vraiment répartie de façon équiprobable entre le rouge et le bleu. Et à ce moment-là, on fait une mesure. On demande au qubit bleu, est-ce que tu contiens l'excitation ou pas? Et là, il y a 2 choix possibles. Soit il la contient pas, et donc retour à la case départ. En fait, on sait que l'excitation est dans le qubit rouge. Ou alors, il contient l'excitation. Et à ce moment-là, on a gagné de l'énergie. Et donc, on a gagné de l'énergie en moyenne, et cette énergie, on peut aussi inventer un moteur pour l'extraire. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à faire la manip. Et donc ça m'amène à la deuxième partie de la première partie de l'exposé, qui est en fait, on fait des moteurs. Donc très bien, ils vont pas sauver la planète, ça c'est certain. C'est joli pour avoir une idée de quelle est l'empreinte énergétique de la mesure quantique. Mais par contre, on peut retourner la question et se dire quel est le coût? D'où vient l'énergie? Comment est-ce qu'elle arrive dans ce système? Et pour comprendre ça, en fait, il y a un pas qu'on doit faire, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai
présenté des proposals et des expériences où on avait juste le système quantique d'un côté et l'appareil de mesure classique de l'autre. Mais ça, c'est pas bien si on veut savoir d'où vient l'énergie, parce qu'en fait, on est incapable de modéliser l'appareil de mesure classique. C'est le problème de la mesure. C'est encore un des problèmes ouverts en fondement de la mécanique quantique. Donc, pour avoir une idée de où vient l'énergie, il faut étudier, en fait, se restreindre à ce que von Neumann a appelé la prémesure, qui consiste à intriquer le système d'intérêt avec une aiguille quantique. Donc ça, c'est bien parce que on peut tout décrire, on peut faire les maths, on peut faire les manips et on peut suivre les flux d'énergie. Donc c'est ce qu'on a fait aussi dans ce même proposal. En fait, on a modélisé la mesure, donc la prémesure, qui est l'intrication du qubit bleu avec une aiguille quantique, qui est là et qui, suivant qu'elle est à droite ou à gauche, va pouvoir nous indiquer si le qubit bleu est excité ou pas. Et de cette façon-là, on a pu traquer les flots d'énergie entre le système des deux qubits et le pointeur, enfin l'aiguille quantique. Et ce qu'on a conclu, c'est que l'énergie de la mesure, qu'on voyait arriver auparavant comme un espèce de paquet, on ne savait pas d'où il venait, en fait, il correspond exactement au coût d'effacer les cohérences entre les deux qubits. Et ce coût, il est payé à l'entrée par l'agent, on dit un agent en général dans ce genre de scénario, l'agent qui va allumer et éteindre le couplage entre le pointeur quantique et le système de deux qubits. Donc ça donne quelque chose qui est un peu plus concret. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin, parce que jusqu'à maintenant, on a encore quelqu'un qui allume et qui éteint la chaîne de mesure, mais est-ce qu'on peut pas être encore plus exhaustif, encore plus complet, en fermant complètement la boîte et en allant dans un scénario qu'on appelle complètement autonome, où il n'y a plus personne pour allumer et éteindre la chaîne de mesure. On a le système à mesurer qui est là, et le pointeur quantique qui a une quantité de mouvement qui se déplace, qui va se coupler avec le système et qui va repartir. C'est ce qu'on appelle du scattering. En fait, le pointeur quantique passe, et donc c'est son mouvement qui va allumer et éteindre la mesure. Et si on fait ça, par conservation de l'énergie, il n'y a pas d'autre solution que l'énergie de la mesure soit extraite directement de l'aiguille quantique qui est en train de se promener. Et en fait, donc Keter Murch a fait l'expérience. Alors un certain scénario pour cette expérience. Et ce qu'on voit très bien, c'est que donc le pointeur, dans son cas, c'est un pulse de lumière qui va venir mesurer un qubit. Et ce qu'on voit, c'est que si le pointeur doit donner de l'énergie, il redshift, donc il est décalé vers le rouge. S'il en absorbe, il est décalé vers le bleu. Et donc, on peut vraiment mesurer dans le pointeur quantique l'énergie de la mesure qui est arrivée au système. Alors, ça m'amène maintenant à la dernière question de cette partie, et je pense que j'aurai pas le temps de faire la deuxième partie, mais c'est pas grave, qui est: est-ce qu'on est vraiment dans un régime de coût fondamental? Et là, qu'est-ce que c'est un coût fondamental? Donc déjà, un coût fondamental, pratiquement, c'est que on est vraiment au plancher, on peut pas payer moins. Donc c'est quand même quelque chose d'important à maîtriser. Et ce que nous dit la thermodynamique classique, c'est que le coût fondamental, il est associé à de l'irréversibilité. Et en fait, ça fait sens. C'est si je fais le protocole dans le sens direct, je paye. Qu'est-ce qui se passe si je le fais dans le sens indirect? Ce que je peux pas récupérer, c'est mon coût fondamental. Si on applique ces idées-là à la mesure, donc elles ont été appliquées à la mesure classique, et on connaît très bien ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est sens direct et sens retour. On connaît le cycle. Le cycle, c'est le suivant. J'ai un système classique à mesurer, j'ai une mémoire classique, et dans la phase de mesure, le système et la mémoire, on va créer des corrélations entre les deux. C'est typiquement la mesure, et faire en sorte que l'état du système soit copié sur la mémoire. Ça crée des corrélations. Et cette étape de mesure, elle a un coût. Donc ça, c'était le claim de Léo Szilard. C'était au moment du paradoxe du démon de Maxwell que personne savait comment le résoudre. Et lui, en premier, il a dit c'est le coût de la mesure qu'on prend pas en compte. Et puis la deuxième partie du cycle, c'est d'effacer la mémoire et de faire en sorte que pour revenir au début du cycle, en fait, où la mémoire est initialisée. Et ça a un coût.
donc qui est plus connu même que le coût proposé par Szilard, c'est le coût de Landauer, qui est actuellement la borne inférieure de dépenses pour le calcul classique. Et ce que Masahito Ueda a démontré, c'est que ce qui est fondamental, c'est la somme de la mesure et de l'effacement. Ça nous donne un coût fondamental qui correspond en fait exactement au coût d'effacement des corrélations entre le système et la mémoire. Et forcément, on est en thermodynamique classique, là, donc pour avoir une échelle d'énergie, on multiplie par kT et hop, on a notre coût énergétique fondamental, donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire en quantique ? Donc en quantique, c'est un peu plus poilu, si vous me passez l'expression, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas fini le travail. On ne sait pas modéliser intégralement la chaîne de mesure. On a la première partie, qui correspond à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une série de pré-mesures. Et donc c'est des opérations unitaires. Mais ces opérations unitaires, même si on en fait une série, elles vont jamais nous amener le postulat de la mesure. Elles vont juste nous amener des gros chats de Schrödinger, des superpositions macroscopiques. Donc von Neumann l'avait diagnostiqué, il dit à la fin de la prémesure, on fait une chaîne infinie, mais à la fin il faut quand même un collapse. Il faut quand même un appareil de mesure classique pour terminer le travail. Et donc là, les 3 petits points, c'est ce qu'on appelle le cut de Heisenberg, qui est le passage en fait du quantique au classique. Donc, pour en revenir au coût fondamental de la mesure, comment est-ce qu'on peut faire ? De ce côté-là de la chaîne, on a les prémesures, c'est des opérations unitaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très chouette du point de vue modèle, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour modéliser les flux d'énergie et pour faire les expériences. Par contre, opération unitaire, c'est réversible, et donc c'est pas fondamental. Enfin, en tout cas, c'est le claim de pas mal de gens dans la communauté qui s'intéressent au problème. Donc ça, c'est la team energy, et puis de l'autre côté, il y a team entropie. Et donc là, on a un collapse qui correspond à une augmentation de l'entropie du système, et qui correspond exactement, on peut le montrer, c'est aussi une production d'entropie en termes irréversibles. Donc la facture anthropique, en d'autres termes, c'est l'augmentation d'entropie de von Neumann du système mesuré. Ça, c'est bon, on le sait. Mais par contre, comme on n'est plus en thermoclassique, on peut pas multiplier par kT pour avoir accès au coût irréversible. Et du coup, on est devant quelque chose qui est très stimulant en fait. Et ça, c'est un claim. Alors là, pour le moment, c'est un claim perso, mais je pense que si on veut vraiment avoir accès au coût fondamental de la mesure quantique, il va falloir résoudre le problème de la mesure. Parce que c'est exactement au niveau du cut de Heisenberg qu'on a la vraie irréversibilité quantique qui apparaît. Et je trouve que ça donne un beau point de vue sur un problème fondamental, parce que si on résout ce problème fondamental, technologiquement et économiquement, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, quel est l'impact de cette recherche fondamentale sur le coût des technologies quantiques ? Donc, je vais pas vous faire un laïus sur le fait on voit très bien qu'en ce moment on a quelques petits problèmes énergétiques, que l'intelligence artificielle montre bien que c'est plutôt utile de réfléchir à l'avance à combien nos technologies vont coûter énergétiquement. Donc on peut avoir plein de partis pris par rapport à ça, mais le fait est qu'actuellement les technologies quantiques se développent en faisant essentiellement attention à la performance pure. Mais le coût en ressources associées, on s'en préoccupe pas tellement. Et on s'en préoccupe pas tellement parce qu'on sait pas comment faire, en fait. Il y a pas vraiment de méthodologie qui existe, ou en tout cas, il y avait pas vraiment de méthodologie qui existait il y a quelques années. Et donc, sur l'invitation de PRX Quantum, j'ai écrit ce petit papier qui appelle à la fondation d'une Quantum Energy Initiative. Et donc, ça a amené ce que j'aime bien appeler l'aventure de la QEI. Donc, on a cofondé la QEI. Il y a un cofondateur dans la salle, je sais pas où il est, Olivier. Ouais. Donc, Olivier Zrati est là. Il est aussi cofondateur. Robert Whitney, Janine Schplett-Teusser. On a 3 mois après la perspective d'un PRX Quantum, proposé un manifesto, monté un site web. Enfin, c'est surtout Olivier qui l'a monté d'ailleurs. Merci. Et c'était super parce que ça a permis à l'affaire de décoller très vite. En janvier qui a suivi, on a eu un board. Et puis ensuite, on a eu une grosse conférence à Singapour. On a eu la deuxième à Grenoble en janvier.
Et bon, enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une vraie réponse de la communauté pour créer une vraie communauté interdisciplinaire pour répondre à ces questions. Interdisciplinaire, ça veut dire non seulement la partie fondamentale physique dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, mais aussi des gens du software, des industriels, des gens des enabling technologies, etc. L'idée étant que si on veut parler d'efficacité énergétique, une efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est une performance sur un coût en ressources. En physique quantique, la performance, enfin en calcul quantique, la performance, elle se fait au niveau du processeur quantique. C'est à combien je suis capable de contrôler le processeur contre le bruit. Par contre, le coût en ressources, le vrai, celui qui intéresse les industriels et les gens, c'est les technologies habilitantes qui consomment. C'est la cryo, c'est les lasers, c'est tout ça. Donc il faut vraiment connecter les communautés, il faut connecter les niveaux de description pour être capable d'optimiser en tenant en compte tous les paramètres. Et donc ça, c'est le but de cette initiative. Voilà, ceux que ça intéresse, enfin le site web est super et on a une newsletter, on a une chaîne YouTube, on a un working group à IEEE. C'est très dynamique. Je trouve que cette histoire de Quantum Energy Initiative, elle porte pour faire la connexion entre le fondamental et l'appliqué. Il y a deux problèmes de fondement de la mécanique quantique qu'on doit gérer. Le premier, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'optimiser des coûts aux échelles microscopiques alors que c'est les enabling technologies, enfin les technologies habilitantes qui consomment. Et en fait, on a une première méthodologie, on a de premiers papiers et puis même juste le bon sens qui montre que si on optimise des coûts au niveau macro, il va y avoir un impact au niveau micro, il va y avoir un impact au niveau macro. Donc, c'est vraiment important qu'on se mette dans les conditions de chercher les bornes énergétiques fondamentales pour les portes, pour la mesure, etc. Parce qu'il y a un effet de magnification. Et l'effet de magnification, il doit aussi faire partie de l'étude. Et la dernière chose qui est encore plus fondamentale et encore plus challenging, j'ai envie de dire, c'est que voir la physique quantique en action, c'est pas gratuit. Et donc, il y a un coût fondamental associé. Mais fondamental au sens dont je vous ai parlé dans cette présentation. C'est vraiment, il y a une situation hors équilibre contre laquelle on doit lutter pour faire en sorte qu'on ait un processeur quantique qui marche ou qu'on puisse enfermer un chat de Schrödinger mort et vivant dans une boîte. Et en fait, j'aime bien l'analogie. Faire un calcul quantique, c'est exactement la même chose que garder un chat de Schrödinger mort et vivant dans la boîte et lui tirer les moustaches. Donc, pouvoir le contrôler de l'extérieur. C'est une situation qui est très hors équilibre parce que le chat qu'on essaye de contrôler en lui tirant les moustaches, il a envie de devenir classique et donc il faut l'isoler et ça a un coût et c'est vraiment ça le coût des technologies quantiques en fait. Le coût minimal du calcul quantique vient de là. Donc si on veut arriver à avoir un vrai coût minimal qui soit système indépendant, il faut aussi résoudre le problème du formalisme quantique qui, pour le moment, est d'un côté quantique et de l'autre côté classique. Les spécialistes appellent ça fermer le formalisme quantique et c'est quelque chose qui, là, revêt un aspect technologique qui est crucial. Donc, je trouve que ça remet vraiment en perspective tous les problèmes des fondements de la mécanique quantique actuellement. Voilà, et j'ai terminé du coup.